Politique pour ouvrir ce journal, la question du retour à l'ordre constitutionnel au Mali est au cœur des débats. Plusieurs partis politiques appellent à une clarification de l'agenda électoral face à une transition qui semble s'éterniser. Culture, place à la danse avec le festival Farifoni Wati. Pour sa 9e édition, prévue les 25 et 26 janvier, les organisateurs promettent créativité et dialogue artistique. Retour sur la conférence de presse tenue hier où la vision et les innovations de cette édition ont été dévoilées. Nous verrons le deuxième épisode de notre série consacrée au championnat national de football. Pourquoi les joueurs locaux peinent-ils à s'imposer au sein de la sélection des Aigles seniors? Analyse des causes et des impacts sur le football malien. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre édition. Pour plusieurs partis politiques maliens, la question du retour à l'ordre constitutionnel est primordiale dans un contexte où la transition semble s'éterniser. Ainsi, ils demandent une clarification de l'agenda électoral. Paul Yapi Guessa. Le discours à la nation prononcé par le chef de l'État le 31 décembre 2024 a laissé de nombreuses interrogations en suspens, suscitant une réaction ferme de plusieurs partis politiques représentatifs du pays. Dans une déclaration officielle publiée ce mercredi 22 janvier 2025, ces formations politiques interpellent les autorités sur la nécessité urgente de clarifier l'agenda électoral et de garantir une transition inclusive et transparente, comme ce fut le cas lors de la plantation de vœux à la presse par Maître Moutagatal, président du CNID. Nul ne peut raisonnablement soutenir l'impossibilité de tenir des consultations électorales pour des raisons sécuritaires après la tenue de la consultation référendaire dans des conditions sécuritaires plus précaires. Le refus des élections ou le report sans fin apparaît donc comme une impasse ou un piège à éviter à tout prix. Enfin, à ceux qui doutent ou qui croient à un bluff, il faut dire que les incantations, les petites phrases ne permettent pas d'avancer. Nous devons collectivement prendre conscience de l'importance des élections, nous engager pour leur tenue dans un climat socio-politique serein en vue d'une gestion optimale des affaires publiques. Les partis signataires, parmi lesquels figurent le M5 RFP Malikroa, Adema PSJ, Yelema et PS Yelenkroa, ont exprimé leur profond étonnement face à l'absence de toute référence explicite aux élections dans le discours présidentiel. Ils rappellent que la date initiale du retour à l'ordre constitutionnel, fixée unilatéralement en 2022 puis reportée en 2023, demeure incertaine. Face à l'incertitude prolongée, les signataires ont émis des revendications majeures, parmi lesquelles l'instauration d'un cadre de concertation inclusive entre le gouvernement et la classe politique, la fixation d'un chronogramme électoral précis avant la fin du premier trimestre 2025, ainsi que la conduite dirigeante et participative des démarches nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel. À partir du 29 janvier, les nouveaux passeports de l'AIS seront mis en circulation. Les nouveaux documents de voyage s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l'AIS. Cependant, les anciens passeports resteront valables jusqu'à leur date d'expiration et leurs détenteurs ont la latitude de les faire remplacer conformément aux règles en vigueur. Le président de l'AIS, le général Assimi Goïta, rassure les populations que toutes les dispositions utiles seront prises pour garantir l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace confédéral. Dissémination des rapports ITIE de la campagne 2022-2023, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a procédé ce jeudi à la présentation des 10 rapports aux nouveaux membres du bureau du Conseil national de la jeunesse. Paul Yapinguesson. L'industrie extractive est un secteur clé de l'économie malienne, d'où la nécessité de s'orienter vers une gestion collégiale des ressources minérales au Mali, au bénéfice de l'ensemble de la population, surtout la jeunesse. Par nous jeunes du Mali, la transparence dans la gestion des ressources extractives est bien plus qu'un principe. C'est une question d'avenir. Les richesses de notre sous-sol sont aussi les richesses de demain pour notre génération et celles qui suivront. Si elles ne sont pas bien gérées de manière responsable, aujourd'hui, ce sont nos opportunités futures qui seront compromises. Pour le secrétaire permanent par intérim de l'ITIE Mali, Brema Sissé, le rapport ITIE Mali renferme toutes les informations utiles et pertinentes sur le secteur extractif au Mali. Les rapports de l'initiative pour la transparence des industries extractives contiennent des données
contextuelles, mais aussi des données financières. Il s'agit de données qui couvrent toute la chaîne des valeurs de l'industrie extractive, notamment la publication des contrats miniers, également la citation des titres miniers. Vous avez la quantité de minerais produits, vous avez la quantité de minerais exportés. Cette dissémination à l'intention de la jeunesse est salutaire car elle permettra à ces derniers de mieux cerner les contours du secteur extractif. J'aime bien le slogan du CNJ, Unis, nous bâtissons le Mali, mais maintenant c'est Unis, nous bâtissons le Mali 3. C'est dire quelque part que si nous voulons bâtir le secteur des mines, il faut que nous soyons unis. Et on veut vraiment compter sur votre action en tant que nouveau bureau du CNJ et globalement on veut compter sur les interactions qu'on peut avoir avec tout un chacun. Parce que comme j'ai dit, membre du bureau c'est déjà une chose, mais chacun aussi est dans d'autres environnements. Et on veut vraiment profiter de cela pour que vous puissiez être à la fois des relais, mais aussi des interrogateurs, même pour nous en tant que ministère. Les rapports ITIE permettent de connaître l'apport du secteur extractif dans l'économie nationale et sur les collectivités locales. En termes de contribution du secteur à l'économie, ça connaît une augmentation. On a d'abord, comparativement aux années passées, la contribution a connu une hausse. Si en 2021, l'apport du secteur était de 400 et quelques milliards, en 2022, ça dépassait les 520 milliards. Et en 2023, ça a avoisiné les 600 milliards. Donc ça, c'est une première remarque. C'est que aussi, c'est un secteur qui contribue beaucoup à l'économie nationale. Comme je l'ai dit, près du quart du budget de l'État dépend du secteur minier. Disons que la gestion transparente des revenus issus du secteur extractif a toujours été une préoccupation majeure du gouvernement. Ainsi, dans le souci de contribuer à la lutte contre la pauvreté et faire profiter davantage des populations des ressources extractives, le Mali a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE en 2006, devenant ainsi le 12e pays conforme à l'initiative. Parlons culture. Créé pour promouvoir la danse au Mali et ailleurs, le festival Farifoni Wati a grandi avec déjà 8 éditions au compteur. La 9e se tiendra du 25 au 26 janvier selon les organisateurs qui ont animé hier une conférence de presse. Un moment d'échange qui leur a permis de dévoiler leur vision et les innovations pour cette édition placée sous les signes de la créativité et du dialogue artistique. Djeneba Samaki. Depuis sa création en 2016, le festival Farifoni Wati s'est imposé comme une plateforme de création et de diffusion dédiée à la danse contemporaine en Afrique, en réunissant danseurs, chorégraphes et professionnels du secteur. L'objectif des initiateurs est d'augmenter de 20% la participation du public d'ici 2026. Et cette année, il y aura aussi le quart numérique. Le quart numérique qui nous accompagne, pour nous, c'est la création, la danse avec les arts numériques, avec le numérique. Donc pour nous, c'était aussi important de mettre cela dans cette 9e édition. Avec pour mission ambitieuse de soutenir l'émergence artistique, le Farifoni Wati permet aux jeunes artistes de se rencontrer, d'apprendre et de partager autour de la création chorégraphique. Les participants invités pour cette année, nous avons des danseurs qui nous viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigeria, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burkina Faso, de Madagascar et de la Côte d'Ivoire. Les autres années, c'était les spectacles se font à l'intérieur ou juste au niveau de la façade. Mais depuis l'année dernière, on a commencé à envoyer progressivement les spectacles dans la cour de l'école. Cette année, on fera les spectacles dans la rue au rond-point qui est juste derrière Blomba. Et donc l'idée pour nous, c'est d'aller vers ces personnes-là, ces populations-là, qui nous ont acceptés, qui nous accueillent, qui à chaque fois sont nos premiers publics, qui viennent voir les pièces et qui se sentent intéressés à chaque fois quand nous sommes là, nous arrivons en début janvier. L'édition 2025 met aussi un accent particulier sur la parité et la représentation des femmes à travers une sélection 100% féminine. Parlons
Parlons toujours culture, cette fois-ci avec la justice. L'artiste Rukia Traoré a été remise en liberté mercredi 22 janvier. C'est après 7 mois de détention en Italie et en Belgique. Elle était incarcérée dans le cadre d'un conflit sur la garde de sa fille de 9 ans. Elle avait été condamnée en 2023 à 2 ans de prison pour non-représentation d'enfants. Aminata Keita. Lors d'une audience tenue au palais de justice de Bruxelles, un accord entre Rukia Traoré et son ancien compagnon Jean Gosen a permis sa libération. Cet accord validé par la justice belge prévoit des modalités de garde qui restent confidentielles. Je cite, « Aujourd'hui, Mme Traoré retrouve la liberté », fin de citation, a déclaré son avocat, maître Dimitri Debeko. La chanteuse et guitariste qui aura 51 ans demain vendredi avait été condamnée en octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour non-représentation d'enfants. À l'époque, cette condamnation au pénal découlait du fait qu'elle avait refusé de se soumettre à la décision d'un juge civil belge accordant la garde de l'enfant au père. Elle avait refusé de se présenter au tribunal correctionnel et avait été condamnée par défaut. Le litige remonte à plusieurs années. Jean Gosen affirme ne pas avoir vu sa fille depuis son départ pour le Mali, tandis que Rukia Traoré n'avait pas assisté aux audiences qui avaient conduit à sa condamnation. Cet accord marque un tournant bien que le dossier ne soit pas clos. De nouvelles audiences sont prévues en juin pour statuer sur la garde de l'enfant, suivi d'un éventuel réexamen du jugement initial. La justice belge a suspendu la condamnation de Rukia Traoré, estimant que l'accord rendait le jugement caduc. La chanteuse qui a dénoncé les conséquences de cette affaire sur sa carrière résidera en Europe en attendant la suite des procédures. L'actualité internationale nous amène au Gabon. L'élection présidentielle s'y tiendra le 12 avril prochain. L'annonce a été faite ce jeudi 23 janvier par le porte-parole du gouvernement. Cette étape décisive vers le retour à un régime civil avait été promise par le militaire au pouvoir depuis son coup d'État en 2023 ayant renversé le régime de Ali Bongo. Le gouvernement a annoncé procéder à la révision des listes électorales du 2 au 31 janvier, soit 3 mois plus tôt que le calendrier initial. Lundi, un nouveau code électoral a été adopté, autorisant notamment les magistrats et militaires à se présenter sous conditions aux élections. Selon des médias locaux, le général ne cache pas ses ambitions présidentielles. Et on termine avec le 2e épisode de notre série consacrée au championnat national désormais professionnel dans notre pays. Depuis quelques années, l'effectif des joueurs évoluant dans le championnat national de football est très minime au sein de la sélection des Aigles seniors et le poids ne pèse plus beaucoup sur l'équipe A, nous dit Soumaïla Fani. À la CAN Yaoundé 72, l'année où le Mali a atteint la finale, Bako Touré et Salif Keita étaient les seuls joueurs sur la liste des Aigles évoluant à l'étranger. Ce nombre augmente à la CAN 94 pour atteindre 7 sur les 22 sélectionnés. En 2002, à la CAN à domicile, 19 sur les 22 Aigles étaient alors des joueurs expatriés. Et depuis, les joueurs évoluant dans le championnat national se font désirer en sélection nationale. Par rapport à l'équipe A, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui évoluent au niveau du championnat national. À la limite, c'est un gardien de but et 2 joueurs de champ. Et ça se fait, on le vit depuis une bonne vingtaine d'années. Donc ça veut dire que le championnat a encore du boulot pour que beaucoup de joueurs intègrent la sélection. Ce n'est pas du tout évident et ce n'est pas propre au Mali, c'est propre un peu à tous les pays qui vivent cette situation d'exode des joueurs vers l'Europe, l'Asie ou bien l'Amérique. Cette faible présence des joueurs locaux au sein des sélections nationales s'explique par plusieurs raisons. Primo d'abord, on a beaucoup de joueurs expatriés qui sont des joueurs de qualité qui jouent dans les grands clubs européens, donc qui constituent la priorité des sélectionneurs nationaux. Et c'est tout à fait normal, cela n'est pas propre seulement au Mali. Mais au-delà de ce constat, il y a aussi le fait que le championnat malien depuis quelques années est un peu en déclinaison par rapport aux ambitions de notre football. Non seulement le championnat n'est pas régulier, ça c'est un de deux. Le championnat se dispute souvent dans des conditions extrêmement difficiles qui ne favorisent pas du tout le bon jeu, qui ne favorisent pas l'éclosion des talents. Et ensuite, il y a aussi la motivation.
Lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, on notait parmi les 27 aigles la présence d'un seul joueur issu du championnat national, Abouakar Doumia, gardien de but de Afé, alors que le sélectionneur Éric Sekouchel avait annoncé qu'il donnerait la chance à des joueurs locaux, mais qui a fini par opter pour la continuité en sélectionnant des joueurs pour, dit-il, expérimenter. La dernière sélection, je pense qu'il n'y avait que 2 ou 1 joueur de la sélection nationale, le gardien de but et un défenseur. Sinon, tout le reste était des joueurs expatriés. Et c'est normal. C'est normal. D'aucuns diront qu'il faut faire la promotion des joueurs locaux, mais le football de haut niveau, ce sont les résultats. Donc on ne peut pas imposer à un entraîneur un quota par rapport aux joueurs nationaux, par rapport aux joueurs locaux, disons, pour leur permettre d'avoir un certain niveau. Non. Ça, ce n'est pas possible. Parce que les compétitions de haut niveau, il faut les gagner, il faut avoir des résultats, sinon l'entraîneur il paye les pots cassés. Au regard de ces constats, la CAF a instauré en 2008 le championnat d'Afrique des nations de football CHAN, réservé exclusivement aux joueurs locaux. Objectif, créer une belle vitrine pour ces joueurs et leur donner une chance de s'exprimer au niveau international. Et c'est la fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris demain vendredi pour une nouvelle édition. Bonsoir à tous.